Salut tout le monde, c'est Nern et aujourd'hui, instant booktube du mois de mai, c'est parti. Alors, on va parler de 4 bouquins. D'abord, la BD Midnight Tale, dont j'ai fait une interview des auteurs sur la chaîne. Deux romans, mais en fait, ils ont été coupés en deux en français, mais en fait, c'est un seul roman. C'est Dragon et Serpent et Les Eaux Acides. En anglais, ça fait Dragon Caper. Donc, c'est le premier tome du quatrième cycle de Robin Hoops dans l'univers de l'Assassin Royal. En troisième, Aquaman l'intégrale tome 1. Et en quatrième, du Scan, Bakemonogatari, le manga. Alors pour commencer, Midnight Tale, donc, de Mathieu Bablet et de toute sa team. Alors, ça, c'est le genre de projet que j'aime beaucoup, parce que c'est un projet où en fait il y a plein d'histoires, plein de nouvelles dans un seul univers connecté avec de la magie. C'est le genre d'univers que moi-même je développe et ça c'est vraiment le truc qui me plaît, surtout que c'est des auteurs que j'aime beaucoup, en particulier donc Bablet qui a fait avant Shangri-La, j'espère que je le prononce pas mal, Shangri-La, qui est une histoire de science-fiction qui vous retourne la tête et qui était vachement bien. Et j'aime beaucoup son travail, son trait, même si ça ne plaira pas forcément à tout le monde parce qu'il n'a pas un trait ultra standard, mais son dessin est très beau. Donc j'espère vraiment que Midnight Tale, ça ira au-delà du tome 1, tome 2, 3, 4, 5. Surtout que j'espère vraiment voir plein d'auteurs et d'autrices que j'aime bien là-dessus, parce que voilà, c'est le genre de truc qui m'intéresse vraiment. Donc on va faire une petite critique des histoires. Donc la première histoire qui est l'histoire américaine, qui est un teen movie avec une bande de filles potes qui combattent des événements fantastiques avec des armes, des épées. Donc moi j'ai écrit classique mais très cool, personnage attachant qu'on a envie de revoir. Alors je sais pas si c'est dans l'optique, si on va en recroiser. Il y a un personnage qu'on voit dans la première histoire, qu'on revoit dans la dernière, donc j'imagine qu'on va le revoir par la suite. Mais j'espère que ces 4 jeunes femmes, on les retrouvera par la suite dans d'autres histoires, peut-être pas ensemble, peut-être chacune de leur côté, ou alors au sein d'un autre groupe, sachant que ça a l'air d'être un peu l'idée, vu que c'est un grand groupe. Ça d'ailleurs j'ai oublié de vous faire le résumé. Je vais vous faire le résumé a posteriori. On ne saurait dater précisément quand est apparu l'Ordre de Minuit. Les premières traces faisant mention de cette organisation secrète remontent aux alentours du XVIIe siècle en Europe. À cette époque, guérisseuses, jeteurs de sorts ou toute personne suspectée de sorcellerie était pris pour cible par les autorités religieuses, jugées et bien souvent condamnées. Nos différentes recherches indiquent qu'une résistance s'organisa afin de perpétuer la connaissance des arts occultes, ainsi naquit la société secrète de l'Ordre de Minuit. Depuis plus de 400 ans, l'Ordre continue d'œuvrer secrètement dans le monde entier. On arrive à collecter quelques preuves et quelques actions du groupe à travers le net ou les journaux, mais tout ceci est bien maigre. Disparitions et phénomènes inexpliqués sont autant de preuves que la vérité nous est cachée. Mais leur secret est resté trop longtemps ignoré du plus grand nombre. Il est temps aujourd'hui de dévoiler leur existence au grand jour. Deuxième histoire, c'est celle dessinée par Surya, donc l'auteur derrière aussi Tali, Fille de la Lune, que j'ai sur ma table de nuit, que j'ai toujours pas lu, il faut que je m'y mette. Qui est une histoire qui se passe en Inde, donc comme j'en parle dans l'interview, c'est une des histoires qui a le plus d'impact politique. Je vais pas vous dire pourquoi, mais elle est très intéressante. Limite, c'est peut-être la plus intéressante sur ce côté-là. Elle est accompagnée d'ailleurs d'une petite mise au point par rapport à la situation actuelle des femmes en Inde, et c'est vraiment très intéressant. Donc, après l'histoire dessinée par Surya, il y a une nouvelle que j'avais pas lue quand j'ai fait les interviews. Donc cette nouvelle, elle est bien sympathique, elle est un peu courte, mais en même temps c'est une nouvelle, donc c'est amené à être court. C'est une introduction de personnages dans le milieu de l'ordre. Et c'est bien sympa, j'espère qu'il y en aura plus par la suite, et même pourquoi pas des nouvelles plus longues. Et j'espère qu'il y aura toujours au moins une nouvelle par tome, parce que c'est vraiment le genre de format que j'aime bien retrouver au milieu d'autres. D'autant qu'elle a été en plus illustrée de quelques images, donc ça permet en plus de voir un peu les personnages vivre, et c'est cool. Donc la troisième histoire, celle qui se passe en Angleterre, qui est celle qui a été dessinée donc, par Mathieu Bablet, donc j'adore le style, et c'est celle que je trouve la plus belle graphiquement.
elles sont toutes belles, ils sont tous bien dessinés, mais celle que je trouve la plus belle personnellement, avec un jeu de couleurs clair, obscur, qui se passe au crépuscule, donc il y a des teintes très jaune-orange, que j'aime beaucoup. Seul petit bémol sur le fait qu'une personne membre de l'ordre puisse faire un pacte avec une sorte de créature. Leur formation ne doit pas être top, hein. À part le combat, je sais pas si on les forme à un peu la relation avec les êtres surnaturels. Ça serait sympa de savoir un peu quelles sont leurs formations, plus en détail par la suite. Parce que là, les deux gamines sont un peu connes. Et pour finir, la dernière histoire, donc c'est celle qui a été dessinée par Gax, donc le petit nouveau du label, semble-t-il. C'est la seule histoire qui est numérotée, donc elle est notée, donc c'est Devil Garden, et elle est notée 1, donc j'imagine qu'il y aura un 2, 3, 4. Toujours sans doute avec le même personnage, le personnage de Lilith. C'est celle, donc, comme je l'avais dit dans l'interview, qui est la plus atypique. Graphiquement, c'est très joli, c'est très beau. Au niveau de l'histoire, on sent que c'est une introduction, vraiment. On nous présente vraiment deux personnages, le personnage de Lilith, un peu l'univers des démons, et on voit aussi le personnage donc, de la ninja, aux yeux verrons, qui sera sans doute, qui reviendra sans doute par la suite, et qui développera sûrement plus le background de cet univers. Donc c'est tout, pour moi c'est du tout bon, franchement j'aime beaucoup ce genre de choses, je peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas lu. Donc deuxième ouvrage, enfin deuxième et troisième techniquement, même si moi je les compte comme un seul tome étant donné que c'est une seule grosse histoire séparée en deux en France. Donc ça concerne La Cité des Anciens, qui est donc le quatrième cycle qui se passe dans l'univers de l'Assassin Royal. Alors il est beaucoup plus proche du deuxième cycle qui se passe, donc qui est Les Aventuriers de la Mer. Donc toujours dans le même milieu, c'est-à-dire Terrillville et le désert des pluies. Bon, alors vous en parlez si vous ne connaissez pas forcément l'univers de Robin Hood, ça sert un peu à rien. Pour ceux qui voudraient découvrir, n'hésitez pas à y plonger, ça se lit très bien, c'est vraiment de la très bonne fantasy dans un milieu... Alors la partie Assassin Royal ressemble un peu à du médiéval, alors que les Aventuriers de la Mer et donc là la Cité des Anciens, c'est plus quelque chose lié à la Renaissance, je dirais, parce que c'est très commerçant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait sûrement trouver dans des villes comme Venise, la République de Venise ou Gênes. Donc c'est un univers avec des marchands, avec du bateau, du commerce. Pour le coup, il y a beaucoup plus de dragons, étant donné que l'histoire nous amène à voir des dragons. Donc pour ceux qui connaîtraient un peu l'univers et qui n'auraient pas lu ça, parce que j'ai lu beaucoup sur internet que c'est le cycle passable qu'on n'a pas besoin de lire dans l'univers de Robin Hood, je suis pas d'accord, parce que pour moi c'est quelque chose d'aussi important que l'histoire de Fitz. Donc ça fait 8 ans que j'avais pas repris, et franchement c'est super agréable de replonger là-dedans. Toujours les mêmes petits problèmes avec Robin Hood, c'est que y a un peu de longueur, c'est un peu long, mais il y a toujours une profondeur au sein des personnages. Donc ouais, c'est ce que j'ai noté, peu d'action épique, mais des personnages profonds qui sont amenés à se développer avec l'histoire. Pour l'instant, le seul personnage qui me plaît du début jusqu'à maintenant, c'est le personnage d'Alice. Mais comme toujours avec Robin Hood, on sent que les personnages qui sont un poil détestables, ils vont forcément évoluer vers le positif. Pour l'instant, le tome 3 de mes personnages qui sont pète-couilles et que j'imagine bien évoluer par la suite. Donc c'est Timara, l'une des enfants du désert des pluies. Cédric, l'un des Terrillvilliens gays, un Terrillvillien gay qui va sûrement bien évoluer j'imagine. Et Tintaglia, la dragonne qui pète plus haut que son cul, qui est insupportable. Donc eux je les imagine bien évoluer comme fait souvent, comme a pu le faire par exemple avec le personnage de Malta dans Les Aventuriers de la Mer. Niveau point négatif, peut-être j'ai noté un peu lent à mettre en place ces situations, et la fin du tome, c'est vraiment... on sent vraiment que ce tome 1, enfin ce tome 1 et 2, ce tome 1, c'est une introduction pour les 3 autres qui vont suivre. On aurait quand même voulu un peu plus d'action, de développement, la fin c'est clairement... c'est une mise en bouche, c'est clairement une mise en bouche. Je vais pas enchaîner tout de suite avec le tome 2, mais je pense que d'ici peu je vais enchaîner. Donc troisième partie sur Aquaman tome 1, l'intégrale, qui est sortie fin mai. Donc je suis en train de me relire tous les New 52 parce que c'est vraiment le reboot que j'ai vachement aimé. Il y a 2-3 séries un peu moyens, mais j'ai pas ce côté très nostalgique de ceux qui ont lu DC avant, même si j'ai lu DC avant.
Moi j'aime beaucoup, et Aquaman ça fait partie de ces séries-là qui ont vraiment gagné au reboot, qui est vraiment génial, avec un personnage qui a été réinventé en parallèle de son histoire, sachant que Aquaman c'est considéré comme le personnage un peu naze, genre l'homme qui parle au poisson, tout ça. Et d'ailleurs il joue avec ça, genre le héros il est quasiment aussi fort que Superman dans l'eau, et les gens qui l'entourent, ils se foutent pas de sa gueule, mais ils le regardent avec un peu de gentillesse, du genre ah c'est le super-héros un peu nul qui parle au poisson, ah ben on va parler de vous, on va dire que vous nous avez aidé, ça va vous faire un peu de pub. Et c'est rigolo parce que lui il est un peu blasé de ça, c'est genre il sait qu'il est puissant, il sait qu'il est fort, mais c'est pas un méchant donc il va pas l'afficher, il protège les humains mais il va pas non plus se montrer. D'ailleurs les gens quand ils se font sauver par Aquaman, ils sont là en mode putain on s'est fait sauver par Aquaman, la honte. Et vraiment c'est cette intégrale qui regroupe donc la réintroduction du personnage, la découverte d'une ancienne team qu'il avait avant, plus le crossover avec Justice League, donc je sais plus c'est Guerre du Trône ou un truc comme ça, qui nous présente vraiment un début de guerre entre Atlantis et les États-Unis qui est vraiment très bon. Franchement, si les mecs qui vont faire le film Aquaman prennent cette intégrale, virent 2-3 passages comme les potes d'Aquaman, même si c'est sympa leur histoire, et en font le film, franchement, le film Aquaman, il sera génial. Parce que vraiment, cette intégrale-là regroupe une histoire qui est vraiment géniale, qui est top, quoi. Donc j'ai noté l'une des meilleures séries New 52 tout public, parce qu'il y a certaines histoires New 52 qui sont pas forcément tout public. Le dessin, l'histoire, le scénario sont top. Donc j'ai noté en point négatif la déception autour de Ocean Master, donc le frère d'Aquaman. Donc là je vais spoiler, je vais mettre un logo spoil et ça s'arrêtera après, donc si vous voulez lire ce comics vraiment foncé, n'hésitez pas, il est top, c'est vraiment l'un des meilleurs du DC qui est disponible. Donc spoil. Donc j'ai beaucoup de mal avec la façon dont ils ont traité le personnage de Ocean Master, parce qu'en fait donc il y a une guerre entre les États-Unis et Atlantis, suite au lancement de missiles par les forces américaines qui ont atterri sur Atlantis et qui ont causé des dégâts, semble-t-il causé des morts, et donc en contre-attaque, Atlantis attaque. Logique. Et ce personnage d'Ocean Master, il l'est traité comme un criminel. Alors que c'est un chef d'État d'une nation indépendante, non reconnue par le monde parce qu'elle est cachée, mais c'est un chef d'État d'une nation indépendante qui contre-attaque. C'est lui qui a subi l'attaque et lui il ne fait que contre-attaquer. Ça choque personne quand en France ou aux États-Unis on lance des missiles sur des nations qui nous ont attaqués. Pourquoi ce personnage est traité comme un criminel alors qu'il devrait être traité comme un chef d'État? À la fin, il ne devrait pas être en prison. À la fin, il devrait y avoir un sommet entre Atlantis et les États-Unis pour convenir d'une armistice, convenir déjà une enquête pour savoir comment ça s'est passé, pas juste le fait qu'un personnage avoue à être responsable. Il faut une enquête, normalement, une enquête internationale menée par les États-Unis et par Atlantis. Et ça aurait mérité quelque chose de plus politique. Là, vraiment, la fin avec ce personnage, c'est traité comme un méchant de comics à l'ancienne. Il est arrêté, il est mis en prison et il sera jugé comme un criminel, ce qui n'est pas normal, selon moi. Donc voilà, c'est le seul point négatif que je trouve dans ce tome intégral de Aquaman. Donc on va passer à la dernière partie, c'est autour du manga Bakemonogatari. Bon alors là c'est du scan que j'ai lu, forcément il n'est pas encore sorti en France, mais je peux vous assurer que dès qu'il sort en France je l'achète. Parce que... Alors, Bakemonogatari, pour mettre en situation, à la base c'est un light novel qui a été adapté en animé. L'animé est génial. Malaisant dans bien des points, mais graphiquement génial, l'histoire est vraiment top, les personnages ultra attachants. Dommage que ça soit une série harem, donc il y a un seul personnage masculin principal et une quarantaine de meufs. Et donc ça a été le light novel a été adapté en manga. Bon, graphiquement c'est l'animé en mieux. Donc c'est limite à se questionner, est-ce que c'est vraiment une adaptation du light novel, est-ce que c'est pas plutôt une adaptation de l'animé en quelque sorte? Donc si vous avez accès au scan, n'hésitez pas, lisez-le, et après achetez-le quand il sortira en France parce que ça va être top. J'ai mis au niveau, le dessin et le découpage d'Ogure Otto est proprement magnifique. En même temps, ce mec, alors je sais plus qu'est-ce qu'il a fait, mais je sais qu'il avait fait, alors je crois que c'est lui qui a fait l'histoire avec les gens qui sont en roller, qui est vachement stylé, et vraiment son dessin est magnifique. Forcément, le scénario, c'est le scénario de Bakemonogatari, donc il est vraiment génial, il est bien complet. Bon, le problème de l'hypersexualisation des personnages féminins dans les mangas, voilà, ça on peut pas vraiment y couper.
J'espère juste qu'ils vont calmer le jeu avec l'arc de l'escargot, parce que là c'est... Ok, Shen Nogara, elle est encore mineure, mais elle est quasiment majeure. L'escargot, il est carrément mineur, et s'ils font comme dans l'animé... Ah, c'est très glauque dans l'animé. J'espère qu'ils vont vraiment adoucir cette partie-là dans le manga, parce que avec le trait ultra détaillé, avec les postures ultra sexualisées de l'auteur, ça risque d'être extrêmement malaisant. Pareil, quand ça sera au tour des deux sœurs d'Araragi d'intervenir, ça risque d'être un peu glauque. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce manga sortir en France, parce que c'est le genre de manga que j'achète direct. Et j'espère aussi voir le light novel sortir un jour en France, même si apparemment il est bizarre. C'est ce que j'avais cru lire sur internet, comme quoi c'était pas vraiment un light novel standard et qu'il était difficilement adaptable. Mais bon, au Felb, si vous l'éditez, même pas je les lis, je les achète. Donc voilà. Et moi j'achète tous vos bouquins, je les ai pas encore tous lus, donc vous inquiétez pas, si vous éditez Monogatari et toute la clique des histoires, je les achète direct. Je les lis même pas, je les achète et je les lirai dans 20 ans, c'est pas grave. Je soutiens. Bon, ce sera tout pour cette petite vidéo sur mes lectures du mois de mai. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez lu dernièrement en manga, comics, BD franco-belge, roman, que sais-je, recettes de cuisine. Je vous mets en commentaire donc le lien vers le petit fanzine que j'ai fait pour les 1 an de la chaîne avec dedans 2 petites nouvelles que j'ai écrites. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, salut!